La lumière du matin du 4 juin 1942 glissa sur la peau métallique du sous-marin USS Plunger SS-179 alors qu'il faisait surface au nord-est de l'atoll de Midway. Le Pacifique scintillait, calmé, trompeusement paisible, ce genre de silence qui faisait croire, même aux vétérans, que la guerre était loin. Sous le pont, les mécaniciens essuyaient la sueur de leurs yeux, l'air étouffant sentait l'huile et les batteries. Dans le compartiment avant, 6 cylindres gris verts reposaient dans leurs tubes chacun marqués Mark 14, Mod 3 Torpedo, la toute dernière armée de la marine américaine. Avant qu'on ne reprenne, dites-nous d'où vous nous regardez, et si cette histoire vous touchait, assurez-vous d'être abonné, car demain je vous ai réservé quelque chose de vraiment spécial. L'équipage attendait ce moment depuis des heures. Un convoi ennemi de croiseurs auxiliaires japonais naviguait vers Wake Island. Le lieutenant-commandant Charles Burroughs donna l'ordre d'attaque selon le manuel. Profondeur réglée à 3 mètres. Détonateurs à contact armé. Vitesse 36 nodes. Chaque homme dans ses compartiments croya qu'au moment où la lampe rouge s'allumerait, ces engins d'acier fileraient droit vers leur cible des balles sous-marines censées venger Pearl Harbor. À 11h42, Burroughs murmura. Beutubon, un sifflement d'air comprimé, puis un autre et encore un. À travers le périscope, il compte les secondes 20, 30, 45 puis, rien. Aucune explosion, aucun panache, aucun bruit métallique, 4 tirs parfaits. 4 silences. Puis, comme pour se moquer d'eux, une torpille remonta à la surface derrière le convoi, oscillante comme un poisson blessé avant de replonger. Burroughs serra la mâchoire. Désratés, tous. Il n'était pas seul. À la fin de 1942, les commandants de sous-marins américains dans tout le Pacifique rapportaient les portiers, même cauchemar, des torpilles qui manquaient leur cible, passaient trop bas ou frappaient sans exploseur. Le service sous-marin La Silence Service était devenu le service du silence humilié. Et pourtant, à Washington, les officiers de l'armement affirmaient qu'il n'y avait aucun problème. Erreur de l'opérateur, disaient-ils. La Mark 14 est la torpille la plus avancée du monde. L'ironie était cruelle. Depuis des décennies, les ingénieurs japonais étudiant la passion américaine pour la précision mécanique cette fois absolue dans la technique. Mais maintenant, alors que les États-Unis vivaient le mois les plus désespérés dans le Pacifique, cette fois s'effritaient dans les profondeurs, là où aucune caméra ne pouvait enregistrer l'humiliation. Les officiers japonais parlaient de la menace sous-marine américaine comme d'un fantôme sans dents, et, tragiquement, ils avaient raison, pour une temps. La torpille Mark 14 était née pendant la Grande Dépression, quand les budgets militaires fondaient. Le bureau de l'armement commença sa conception en 1926. Une torpille, plus rapide, plus intelligente, plus puissante que toutes les autres. Longue de plus de 6 mètres, pesant 1 tonne et demie, avec une ogive de 225 kg de TNT. Mais surtout, elle devait posséder un mécanisme secret, le détonateur magnétique. Mark 6, capable d'exploser sous la quille ennemie pour briser le navire en deux. Sur le papier, c'était parfait. Dans la baie de Narragansett, les prototypes frappaient des cibles en boisson de feu, mais ce n'étaient pas des conditions réelles de combat. Les torpilles testées dans des eaux comme sur des épaves immobiles ne révélaient rien. Le bureau déclara pourtant le projet réussi et pour économiser de l'argent, interrompit les essais réels. Entre 1931 et 1939, très peu de tirs réels furent effectués avec des charges explosives. La théorie remplaça l'expérience. Et la foi remplaça la preuve. Le 7 décembre 1941, quand les avions japonais attaquèrent Pearl Harbor, la Mark 14 n'avait jamais coulé un navire ennemi en condition de guerre. Pourtant, elle fut livrée à tous les sous-marins de la flotte du Pacifique, présentée comme l'arme miracle.
les ingénieurs croyant avoir conçu la perfection. Les équipages, eux, faisaient confiance à leurs supérieurs. La doctrine sous-marine américaine était claire. Un sous-marin, une torpille, une cible. La précision devait remplacer la quantité. Mais l'océan n'était pas d'accord. Dès les premières semaines après Pearl Harbor, les sous-marins américains chassaient au large des Philippines, de la mer de Chine et des Indes orientales. Les patrouilles voyant leurs cibles, tiraient et ratiaient. USS Seawolf, USS Tautog, USS Sargo, tous rapportèrent le même désastre. Certaines torpilles passaient sous les coques japonaises, d'autres frappaient sans explosion. Les équipages contraints de remonter pour observer, voyant leur proie s'échapper. Les rapports affluaient. Détonation prématurée, erreur de profondeur, défaut de gyroscope, et chaque fois, la réponse officielle tombait. Le cœur du problème se trouvait à Newport, Rhode Island, au Torpedo Station Laboratory, bastion bureaucratique où les officiers, pour la plupart sans expérience de terrain défendaient la marque 14 comme une religion. Admettre une défaillance, c'était admettre 10 ans d'aveuglement. Un ingénieur écrivit. Le détonateur Mark 6 fonctionnait selon une certitude scientifique. Les échecs proviennent d'erreurs d'opérateurs. Ainsi, les commandantes de sous-marins combattirent deux guerres, une contre le Japon et une contre leur propre administration. Pendant ce temps, la flotte marchande japonaise continuait de ravitailler l'Empire. Les sous-marins américains, pourtant capables de couper ces lignées vitales, obtenaient moins de résultats qu'un seul mois d'opérations de U-boots allemands. En 9 mois de guerre, moins de 10 navires japonais avaient été coulés par des torpilles américaines. Un désastre. Les commandants Tyrrell Jacobson, USS Sargo, et Howard Gilmore, USS Growler, rédigèrent des rapports furieux. Le plus célèbre éclat de colère vint du lieutenant-commandant Dudley Mush, morton de la USS Wahoo. En 1943, après une nouvelle attaque ratée en mer Jaune, il télégraphia Pearl Harbor. Aucune torpille n'explose à l'impact. Lot entier défectueux. Demandez autorisation de les jeter par des sous-bords et d'attaquer à coups de pierre. La navire ne rite pas. Dans l'ombre, un ingénieur courageux commençait à agir, Charles Swade Mommsen, inventeur du célèbre poumon de sauvetage pour sous-mariniers. Affecté à la base de Pearl Harbor, il décida de tester la torpille en secret. En mai 1942, il ordonna un tir réel au large de l'île de Kahulawe. Le verdict tomba. Chaque torpille plongeait 3 mètres plus bas que le réglage. Le mécanisme de profondeur, calibré en eau douce, se trompait en eau salée. Les torpilles passaient sous les coques ennemies, et lorsqu'il corrigeait ce défaut, un autre apparut. Le détonateur magnétique explosait trop tôt, réagissant au champ magnétique terrestre. Autrement dit, les torpilles se faisaient sauter avant d'atteindre la cible. Mommsen transmit ses conclusions à Washington. Réponse du bureau. Tests non scientifiques. Aucun changement officiel. Les capitaines, toujours obligés d'utiliser le dispositif magnétique, continuaient de risquer leur vie avec des armes suicidaires. Les Japonais, ignorant ces détails, se moquaient. Les rapports interceptés parlaient du poisson de fer inutile. Preparing and narrating this story took us a lot of time, so if you are enjoying it, subscribe to our channel. It means a lot to us. Now back to the story. La guerre psychologique s'installait. Un sous-marinier témoigna plus tard. Nous faisions plus confiance à l'acier qu'à Washington. L'acier, au moins, avait la décence d'échouer honnêtement. À l'été 1942, même l'amiral Nimitz ne pouvait plus fermer les yeux. Sur près de 1000 torpilles tirées, plus de la moitié avaient échoué. Le Japon continuait d'être ravitaillé. Nimitz donna alors à l'amiral Charles Lockwood,
nouveau commandant des sous-marins du Pacifique, l'ordre d'enquêter. Lockwood, vétéran pragmatique, organisa des essais en Australie en juin 1943. Les résultats furent filmés. Les torpilles frappaient la coque d'un vieux navire et rebondissaient. Le problème venait du détonateur à percussion. Trop fragile, il s'est brisé sous l'impact. Plus la torpille touchait bien, moins elle explosait. Lockwood envoya un message sec à Washington. Si le bureau considère nos torpilles parfaites, alors ce sont des pièces parfaites de ferraille. Réparez-les ou nous le ferons. Pour la première fois, la pratique prit le pas sur la théorie. Lockwood autorisa les équipages à désactiver le système magnétique et à modifier les percuteurs dans leur propre atelier. La rébellion silencieuse venait de commencer. Mais à ce moment-là milieu, 1943, les Japonais continuaient de mépriser les torpilles américaines. Ils les croyaient encore inoffensives. Ce mépris allait leur coûter des centaines de navires. Car sous la surface, un changement profond était en cours et non pas de la technologie, mais du désespoir, de la colère et du courage de quelques hommes décidés à prouver la vérité. La même fierté technique qui avait aveuglé la marine allait, une fois corrigée, transforme ces torpilles en machines à tuer les plus efficaces de la guerre navale, et lorsque les Mark 14, corrigées, entraient enfin en action, le Pacifique devint un cimetière de coques éventrées, 1300 navires coulés en 3 ans. Mais avant cette vengeance, les Américains durent d'abord désapprendre la certitude et redécouvrir une vérité, simple de la guerre. Rien ne fonctionne tant qu'on ne l'a pas testé honnêtement. Ils avaient tout tenté. Et pourtant, les torpilles continuaient d'échouer. Depuis des mois, les ingénieurs de la marine américaine vivaient un cauchemar technique et moral. Le Mark 14, cette torpille essentielle, représentait le sommet de la technologie navale américaine et ne fonctionnait tout simplement pas. Elle plongeait trop profondément. Elle explosait avant le impact. Ou pire encore, elle ne faisait rien du tout. Les commandants de sous-marins, eux, étaient à bout de nerfs. Dans les profondeurs du Pacifique, ils risquaient leur vie à chaque émission, traquant les convois japonais au péril de Tao. Et quand enfin ils parvenaient à une position de tir parfaite, le Mark 14 ratait sa cible. L'humiliation silencieuse imaginait la scène. Un sous-marin américain, caché sous les vagues près des Philippines, repère un croiseur japonais. Le capitaine donne l'ordre. Quelques secondes plus tard rien. Pas d'explosion, pas de fumée, soulevant le silence, puis le rougissement des canons japonais en représailles. Ce genre d'échec n'était pas rare, c'était devenu la norme. Certains sous-marines tiraient toutes leurs réserves de torpilles, jusqu'à 20 par patrouille, pour ne couler aucun navire. Les marins commençaient à perdre foi en leur armée, en leur commandement, et même en la technologie américaine. Dans les mets, les discussions se faisaient amères. À quoi bon risquer nos vies? Nos torpilles sont aveugles, sourdes, inutiles, et pendant et temps, les Japonais dominant encore les mers. Profondeurs, certains commandants décidèrent de ne plus s'éterrer. L'un d'eux, le capitaine Charles Swade Mommsen, un homme déjà célèbre pour avoir conçu un appareil de sauvetage sous-marin, refusa de croire que ces hommes étaient en tort. Il affirma: « Ce ne sont pas nos équipages qui échouent, c'est notre armée, et si personne ne veut l'admettre, alors je le prouverai moi-même. » Mommsen et quelques officiers rebelles commencèrent à mener leurs propres tests, souvent sans autorisation. Ils récupéraient les torpilles défectueuses, les démontaient à la main et découvraient, stupéfaits, des erreurs de conception grossières. Un détonateur magnétique trop sensible qui faisait exploser la torpille avant contact, un mécanisme de profondeur mal calibré qui faisait plonger l'arme sous la coque ennemie, et des pièces fragiles, corrodées, jamais testées dans de vraies conditions de combat. Mais au Pentagone, personne ne voulait les écouter. Le Bureau of Ordnance responsable des armées navales refusait de reconnaître ses fautes. Admettre que la torpille officielle de la navette ne marchait pas, c'était reconnaître un échec national.
l'insubordination du savoir alors, les ingénieurs de terrain prirent une décision audacieuse. Désobéir. Ils allaient réparer le Mark XIV, sans attendre l'autorisation de Washington. Dans les bassins reculés d'Australie et de Hawaï, on improvisa des bancs d'essai. Les techniciens travaillant de nuit, parfois à la lueur de lampées de fortune, démontant chaque torpille, testant chaque ressort. Ils filmaient leur essai avec des caméras 16 mm pour prouver leur découverte au commandement. Et enfin, la vérité éclata. Lors d'un test en 1943, une torpille fut tirée vers une cibale factice en bois. Au lieu d'exploser, elle rebondit comme une balle sur la coque, avant de couler au fond. Les ingénieurs éclatèrent de rire nerveusement. Leurs doutes étaient confirmés, le mécanisme d'impact était défectueux. Ils tenaient enfin la preuve qu'il fallait tout reconstruire. La renaissance du Mark XIV. À partir de ce moment, le Mark XIV entra dans une nouvelle ère. Les ingénieurs supprimèrent le détonateur magnétique et adoptèrent un système d'impact simple mais fiable. Ils recalibrèrent la profondeur, corrigèrent la stabilité et renforcèrent la coque interne. Les sous-marins reçurent des manuels de maintenance détaillés, rédigés sur le terrain par ceux qui connaissaient la torpille mieux que quiconque. Ce n'était plus une armée théorique, conçue dans des bureaux climatisés à Washington. C'était une armée de guerre, testée par le feu et la sueur des hommes qui risquaient en leur vie. Et quand les premiers exemplaires corrigés furent déployés dans le Pacifique, tout au juin, le retour du tonnerre juin 1943, le sous-marin USS Tinosa repère un pétrolier japonais géant au large des Mariannes. Le capitaine ordonne le tir. Une torpille file, droit vers la cible. Impact. Explosion. Le navire ennemi s'embrase en quelques secondes. Le message radio envoyé ce jour-là ne contenait qu'une ligne. Le Mark XIV fonctionne. À partir de là, les résultats s'explosèrent littéralement. Les sous-marins américains, libérés de la peur du raté, menèrent une guerre de précision. Ils attaquaient les convois de nuit, surgissant du silence pour frapper sans avertir. Les Japonais, autrefois si confiants, commencèrent à réduire chaque essayage de bouler dans la mer. Ils avaient ri des torpilles américaines. Désormais, ils priaient de ne jamais en croiser une. La revanche du Pacifique en 1944, les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Plus de 1300 navires japonais avaient été coulés. Des destroyers, des transports de troupes, des pétroliers, des croiseurs engloutis un à un. De cette révolution, un symbole, la persévérance. Car le Mark XIV n'avait pas seulement été réparé, il avait été réinventé par ceux qui refusaient d'abandonner. Des ingénieurs méprisés, des marins découragés, des commandants obstinés. Tous unis par une conviction, une armée ne vaut que par la détermination de ceux qui la manient. Les visages derrière l'acier dans les archives, on retrouve des photos de ces hommes jeunes, épuisés, couverts de graisse et de sel. On y voit Mommsen souriant discrètement à côté d'une torpille réparée. On voit des techniciens, les manchets retroussés, entourés d'étincelles. Ce ne sont pas des héros de cinéma, mais ils ont changé le cours d'une guerre. Et pourtant, peu d'entre eux furent célébrés. Leur victoire ne tenait pas dans une bataille spectaculaire, mais dans une amélioration, invisible quelques ressorts, quelques boulons, quelques lignes de calcul. Mais ces détails techniques deviendront la clé d'une suprématie navale. L'armée qui pensa, l'armée qui vainquit le Mark XIV était désormais bien plus qu'un projectile. C'était une leçon de humilité, une démonstration que même les superpuissances peuvent se tromper, et que seule la remise en question permet la victoire. Chaque lancement de torpille rappelait l'histoire de son échec. Et chaque explosion victorieuse effaçait un peu la honte des débuts. Les équipages dissaillaient parfois, en plaisantant. Quand on tire un Mark XIV maintenant, on envoie aussi un message. Un message simple. Nous avons appris l'héritage du Mark XIV. Lorsque la guerre prit fin en 1945,
le Mark XIV avait écrit l'un des chapitres les plus surprenants de l'histoire militaire américaine. Conçu dans l'erreur, corrigé par la passion, il avait fini par symboliser la capacité de l'Amérique à transformer la défaite en force. Les archives de la navette montrèrent qu'au total, les sous-marins, américains moins de 2%, de la flotte avaient détruite, plus de 55% du tonnage japonais, coulé pendant la guerre, et la majorité de ces succès provenaient du Mark XIV. Ce qui avait commencé comme une catastrophe technique devint une armée légendaire. La leçon oubliée pourtant, après la guerre, le monde passa rapidement à autre chose. Les nouvelles technologies, les missiles, les bombes atomiques éclipseront le souvenir des torpilles. Mais ceux qui avaient vécu cette époque savaient, la victoire du Pacifique n'aurait jamais été possible sans cette armée enfin réparée. Dans un vieux rapport de 1946, un officier écrivait: Le Mark XIV nous a appris que l'ingénierie sans écoute conduit à la défaite, et que la vérité, même dérangeante, sauvait des vies. Épilogue l'écho dans les profondeurs, aujourd'hui encore, dans les musées navals et les ports militaires, on put voir un Mark XIV suspendu à une grue, figé dans le temps. Sa coque d'acier portait encore les traces de guerre. Mais pour ceux qui connaissent son histoire, ce n'est pas un simple morceau de métal. C'est une leçon gravée dans l'acier. C'est le d'un échec transformé en triomphe. C'est le d'une poignée d'hommes qui ont refusé d'abandonner. C'est le d'un pays qui a compris que la victoire ne dépend pas seulement de la puissance, mais du courage d'admettre ses erreurs. Dans le silence des profondeurs, le bruit d'une explosion résonne encore. Pas celui d'une arme, mais celui d'une idée qui renaît. Musique s'élève ton héroïque et solennel. Les Japonais avaient rejeté les torpilles américaines. Mais quand le Mark XIV se remit à rougir, l'océan tout entier changea de camp. L'été 1943 marqua un tournant invisible dans la guerre du Pacifique. Les Américains n'avaient pas plus de navires, ni plus de sous-marins qu'avant, mais, pour la première fois depuis Pearl Harbor, leurs torpilles fonctionnaient enfin. L'amiral Charles Lockwood, surnommé Uncle Charlie par ses équipages, avait brisé la chaîne du déni, désactivé le détonateur magnétique, réglé la profondeur à 0 erreur. Et testez tout par vous-même. À Fremantle, Brisbane et Pearl Harbor, les ateliers de sous-marins se transformèrent en laboratoires de fortune. Les mécaniciens démontirent les percuteurs Mark XIV avec des clés rouillées, les ajustant à l'œil, limant, ressoudant, les techniciens réécrivant les manuels à la main. Dans ces hangars étouffants, les hommes de l'ombre reconstruisaient l'armée que Washington refusait de réparer. Et lorsqu'ils retournèrent en mer, la différence fut brutale. Le USS Tinosa SS 283, commandé par le lieutenant-commandant Lawson Ramage, attaqua en juillet 1943 un immense pétrolier japonais, le Tonanmaru No. 3, au nord de Truk. Ramage tira 15 torpilles, 13 frappèrent sans explosion. 2 seulement fonctionnèrent, gravement endommageant le navire mais ne le coulant pas. Furieux, il conserva la dernière torpille intacte et la ramena à Pearl Harbor, preuve matérielle du scandale. Lockwood la fit démonter devant témoins. Résultat, la goupille de percussion était trop fragile. Sous le choc, elle se tordait au lieu de frapper le détonateur. C'était la confirmation définitive. Dès le lendemain, Lockwood ordonna la modification manuelle de toutes les torpilles Mark XIV du Pacifique. Les mécaniciens installèrent un nouveau ressort, plus court, plus dur. En une semaine, les sous-marins de la flotte reçurent leurs torpilles corrigées. Et, pour la première fois depuis 2 ans, les commandants partiront en patrouille avec confiance. À août 1943, le USS Wahoo, sous le commandement du légendaire Mouche Morton, reprit la mer. Morton, jadis moqué pour ses torpilles défectueuses, avait juré: Cette fois, elles exploseront ou nous mourrons en essayant. À où, large de la mer du Japon, il croisa un convoi de 4 cargos escortés. 6 torpilles, 6 impacts, 6 explosions.
Les flammes illuminèrent la nuit, l'équipage exulta. Enfin, la Mark 14 avait tenu sa promesse. Ses succès marquaient le véritable retour des sous-marins américains dans la guerre. En quelques mois, les statistiques s'inversèrent. Là où, en 1942, la flotte sous-marine américaine n'avait coulé que 18,000 tonnes de navires ennemis, elle en coula plus d'1 million en 1944. Le Japon, dépendant du pétrole d'Indonésie et du caoutchouc de Malaisie, commença lentement à s'asphyxier. Les convois qui alimentaient les îles impériales furent décimés. Chaque torpille réparée devenait un message silencieux. Nous avons appris de nos erreurs, et maintenant, nous frapperons sans pitié. Sous l'océan, les équipagés vivaient toujours dans l'angoisse. Chaque patrouille était un voyage de 60 jours dans une boîte de métal. L'air y était saturé de gasoil, les batteries dégageaient une odeur d'œuf pourri et les murs suintaient de condensation. Mais une chose avait changé, la confiance. Les hommes savaient désormais que leur armée fonctionnait, et cette certitude valait plus que tout ordre venu de Washington. Entre 1944 et 1945, les sous-marins américains deviendront les prédateurs les plus efficaces du Pacifique. Leurs torpilles, désormais fiables, frappaient à la quille et faisaient exploser les navires japonais en deux. Les convois entiers disparaissaient sans qu'un seul avion ne soit nécessaire. Des ports comme Singapour, Manille, Truk et Saigon deviendront des cimetières d'acier. Les Japonais, qui avaient autrefois qualifié les torpilles américaines de poissons inutiles, leur donneront un nouveau nom, le soufflet du démon. La leçon la plus cruelle de cette histoire est que le génie américain n'avait pas manqué de technologie mais de humilité. La Mark 14 était une mauvaise d'ingénierie, mais conçue dans des bureaux, pas sur la mer. Elle symbolisait la foi aveugle dans la théorie et les chiffres. Une confiance bureaucratique qui avait coûté des centaines de vies et 2 années de guerre. Ce n'est qu'en revenant aux principes simples tester, observer, corriger que les sous-mariniers américains retrouvèrent leur puissance. Le triomphe de la Mark 14 ne fut donc pas celui d'une invention, mais celui de la désobéissance intelligente. Des hommes comme Mommsen, Lockwood et Ramage n'avaient pas seulement réparé une torpille, ils avaient réparé une armée tout entière. En 1945, quand la guerre prit fin, les chiffres étaient stupéfiants. Les sous-marins américains, représentant à peine 2% de la flotte, avaient coulé plus de 55% du tonnage total japonais. Plus de 1300 navires cargos, pétroliers, cruisers, destroyers, avaient été détruits par des Mark 14. Ce qui avait commencé comme un symbole d'échec devint l'armée la plus meurtrière du Pacifique. Mais ce succès portait un poids moral. Des milliers de marins japonais moururont sans comprendre pourquoi, du jour au lendemain, les torpilles ennemies ne rataillèrent plus jamais, et beaucoup d'Américains qui avaient lutté dehors avec des armes défectueuses ne vécurent pas assez longtemps pour voir la victoire qu'il avait rendue possible. L'histoire de la Mark 14 n'est pas seulement celle d'une arme, c'est celle de la vérité contre la complaisance. D'hommes qui ont osé dire non à leurs supérieurs et qui ont sauvé une guerre entière par leur courage technique. Une leçon gravée non dans les livres, mais dans les épaves qui dorment encore au fond du Pacifique. Car sous les vagues, là où la lumière ne descend plus, reposent les preuves silencieuses d'une rédemption, des torpilles qui ont fini par exploser et des hommes qui ont refusé de se taire. La guerre était terminée. Les océans, autrefois saturés de bruit, s'éteignent tous. Les moteurs des sous-marins s'étaient arrêtés, les torpilles reposaient désormais dans les arsenaux, et les hommes, eux, rentraient chez eux changés à jamais. Mais dans chaque porte, dans chaque atelier, dans chaque cœur de marin, une question demeurait. Tout cela en valait-il la peine? Les survivants du silence, pour les sous-mariniers américains, la paix fut un retour étrange. Ils avaient passé des années à vivre dans l'ombre, invisibles, inconnus, pas de batailles glorieuses comme à Midway,
pas des photos triomphantes comme sur les plages du Pacifique. Leur guerre s'était déroulée dans l'obscurité, sous les vagues, dans un silence qui ne laissa derrière lui que des boulets et des épaves. Ils avaient été les fantômes du Pacifique. Et maintenant, ces fantômes marchaient à nouveau sous le soleil. Mais leur visage portait le poids de ce qu'il avait vu. Les explosions au loin, les silhouettes ennemies englouties, les cris étouffés à travers les écouteurs sonores. Le Mark 14 avait été leur armée, mais aussi leur fardeau. Une torpille qui les avait appris à haïr, puis à respecter, puis à craindre presque comme une créature vivante. L'après-guerre, entre gloire et oubli dans les années qui suiviront. Leur rôle, pourtant décisif, resta dans l'ombre des porte-avions et des bombardiers, les ingénieurs du Bureau of Ordnance, U.C. Tourant. Aucun aveu public, aucune excuse officielle pour les défaillances du Mark 14. Les rapports furent classifiés, les mémos enterrés sous des tonnes d'archives. L'histoire éteint la victoire par les erreurs qui l'avaient précédée. Et pourtant, ceux qui savaient n'oublieront jamais. Les voix qui refuseront les silences, parmi eux, un homme continua à parler. Charles Swade Mommsen. Héros discret, ingénieur obstiné, il avait risqué sa carrière pour prouver la vérité. Dans ses conférences d'après-guerre, il répétait inlassablement la même leçon. Pour lui, le Mark 14 n'était pas une armée miraculeuse, mais un avertissement. Il rappelait combien l'arrogance peut coûter cher et combien la rigueur, l'écoute et la remise en question peuvent en sauver des vies. Mommsen reçut plus tard une distinction honorifique pour sa contribution. Mais ce qu'il transmit surtout, c'était une philosophie. La technologie n'a de valeur que si elle est restée au service de la vérité. Les héros invisibles derrière chaque torpille lancée. C'est caché des visages que l'histoire n'a pas retenus. Des mécaniciens qui graciaient les gyroscopes dans la chaleur des tropiques, des mathématiciens anonymes qui recalculaient les trajectoires à la main, des techniciens australiens qui testaient les détonateurs dans des bassins d'essai improvisés. Ils n'ont pas de statues, pas de noms gravés sur les murs des musées. Mais sans eux, la victoire navale américaine aurait sombré. Le Mark 14 leur doit tout non pas pour sa conception, mais pour sa résurrection. L'océan comme juge Quand, on évoque aujourd'hui la guerre du Pacifique, on pense à Pearl Harbor, à Midway, à Hiroshima. Mais vraiment aux profondeurs où tout a commencé à basculer. Car c'est sous la surface, dans l'obscurité liquide, que la guerre s'est vraiment jouée. L'océan, ces juges impassibles, fut le témoin silencieux de cette transformation. C'est lui qui avait puni l'arrogance américaine, révélant les failles du Mark 14. Et c'est lui, plus tard, qui porta la vengeance quand les torpilles corrigées frapperont sans pitié. L'eau, qui engloutit tout, n'oublie jamais. Des victoires. Chaque épave japonaise reposant au fond du Pacifique est un rappel. Le progrès s'est payé toujours d'un prix souvent humain. La revanche de l'humilité dans les écoles d'ingénieurs militaires, le cas du Mark 14 devint un exemple d'étude. Non pas pour célébrer une réussite technologique, mais pour enseigner une vérité universelle, la confiance aveugle dans les institutions peut tuer plus sûrement qu'une armée ennemie.
Les élèves s'y apprenaient que les plus grandes des batailles ne se gagnent pas sur les murs, mais dans les esprits. Qu'il faut parfois désobéir pour servir la vérité, et qu'un seul homme, armé de courage et de raison, put redresser une armée entière. La revanche du Mark XIV ne fut pas celle de l'acier, mais celle de l'humilité. Les échos dans la mémoire des décennies plus tard, certains sous-mariniers racontèrent enfin leur histoire devant les caméras. Leur voix tremblait, non de peur, mais d'émotion. Ils parlaient de leurs camarades perdus, des nuits passées à écouter le sonar, des explosions qui résonnaient jusque dans leur poitrine. Un d'eux dit simplement, « Le Mark XIV, c'était comme un compagnon. Au début, il te trahit, puis tu apprends à lui faire confiance, et à la fin, il te sauve la vie. » Ces mots, prononcés des décennies après la guerre, résumant toute la trajectoire de cette armée paradoxale, née dans l'erreur, purifiée par le courage, sanctifiée par la victoire. Le poids de la conscience, mais derrière cette victoire, demeurait un poids que peu saillant évoquer. Chaque torpille réussie signifiait un navire coulé, des centaines d'hommes perdus. Même si c'était la guerre, même si c'était nécessaire, les marins savaient ce que cela impliquait. Ils entendaient parfois, à travers les écouteurs sonores, le son d'un navire qui se brise, le cri lointain de l'acier, le soufflet d'un équipage disparu. La victoire, oui, mais à quel prix? Le Mark XIV, symbole d'efficacité, rappelait aussi que la technologie ne rend pas la guerre plus noble. Elle la rend seulement plus rapide. L'essence pour le futur au fil des décennies, les torpilles deviendront plus sophistiquées, guidées par ordinateur, propulsées par des systèmes silencieux. Mais dans les manuels de la navette, une page de mur, celle du Mark XIV. Un avertissement écrit en lettres de rouille, ne jamais oublier que le progrès n'est rien sans la vérité. Chaque nouvelle génération d'ingénieurs les souligne comme un serment. Ils leur apprennent que les chiffres ne mentent pas, mais que les hommes peuvent se mentir à eux-mêmes. Et que parfois, une guerre se gagne non pas en inventant, mais en réparant. La paix retrouvée, dans les années 1950, certains anciens sous-mariniers retournèrent sur les îles du Pacifique. Ils visitèrent les ports qu'ils avaient autrefois attaqués, rencontrèrent d'anciens ennemis devenus des amis. Beaucoup déposèrent des fleurs sur les tombes de marins japonais, un geste silencieux, sans haine, sans fierté. Parce qu'ils savaient. Ils savaient que dans la mer, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Il n'y a que des hommes engloutis par les mêmes vagues, les mêmes erreurs, la même humanité. Le Mark XIV, devenu obsolète, fut retiré du service en 1980. Mais sa légende, elle, ne quitta jamais les eaux du Pacifique. L'héritage du courage, ce que cette histoire enseignait, dépassait la guerre. Elle parlait de tout ce que l'homme crée, détruit, puis reconstruit. Elle parlait de fierté, de humiliation, de ténacité. Elle rappelle que même au cœur de l'échec le plus amer, il existe une chance de rédemption. L'héritage du Mark XIV, ce n'est pas une victoire militaire. C'est une leçon humaine, ne jamais abandonner, même quand tout semble perdu. Les hommes qui ont sauvé cette torpille n'étaient ni des génies ni des héros de romans. C'étaient des travailleurs, des marins, des rêveurs, ceux qui croient qu'un problème peut toujours être résolu si l'on osait l'affronter. Et cette croyance, transmise de génération en génération, est pu être la plus belle victoire que la guerre ait produite. Dernier message, musique qui monte mélange d'orgue et de cordes, ton solennel. Le Mark XIV dort désormais dans les musées. Mais à chaque fois qu'un visiteur s'arrête devant cette torpille grise, il voit plus qu'une armée. Il voit un symbole, celui d'une humanité faillible, mais capable de se relever. Celui d'un océan qui a tout vu, tout pris et tout rendu, et quelque part, dans les profondeurs encore marquées par la guerre, les sons du passé continuent de résonner. Les échos d'un combat silencieux, d'un apprentissage douloureux, d'une victoire méritée, les Japonais avaient rejeté les torpilles américaines. Mais lorsque le Mark XIV renaquit de ses cendres, il ne coula pas seulement des navires.
Il prouva que même les erreurs les plus lourdes peuvent devenir des victoires quand elles sont portées par le courage et la vérité. La guerre du Pacifique touchait à son apogée. Les batailles navales s'enchaînaient dans un rugissement d'acier et de flammes, et sous la surface, les sous-marins américains tenaient leur rôle invisibles, implacables et désormais terriblement efficaces. Le Mark XIV, jadis symbole d'échec et de honte, s'était métamorphosé en instrument de victoire. Chaque mission était une revanche sur les années de doute, chaque torpille lançait un message à ceux qui avaient ri des ingénieurs américains. La persévérance finit toujours par triompher. Les loups de l'océan, les sous-mariniers de la flotte du Pacifique vivaient dans un monde sans horizon. Leur vie s'est déroulée dans des tubes d'acier étroits, où le temps s'est mesuré non pas en heures, mais en battements de sonar. Chaque plongée pouvait être la dernière, chaque silence après une explosion, le signe que la mort passait à quelques mètres. Mais dans leurs mains, le Mark XIV devenait une arme de justice. Ils connaissaient ses caprices, ses limites, et ils avaient appris à la manier comme un pianiste avec son instrument. Quand le commandant murmurait « Phew », un frisson parcourait tout l'équipage. Puis le silence, et quelques secondes plus tard, le grondement sourd d'une déflagration lointaine, une cible touchée, une victoire, une respiration retenue, enfin libérée. La guerre est invisible contrairement aux batailles célèbres de Midway ou Guadalcanal. La guerre sous-marine s'est déroulée loin des caméras et des journalistes. Pas de drapeau hissé sur les ponts, pas de défilé après la victoire, seulement des hommes enfermés dans l'obscurité, repoussant les limites de leur endurance et de leur courage. Pour chaque navire japonais coulé, il y avait des semaines d'attente, des nuits glaciales, et cette peur constante que la prochaine charge de profondeur ne souhaite pas manquer. Mais c'est justement dans ces silences que naquit la légende. Les équipages deviendront désembrés et le Mark XIV, le rugissement muet. En 1944, les sous-marins américains avaient coupé les lignes vitales du Japon. Le pays insulaire, autrefois maître des mers, était désormais étranglé par l'armée qui l'avait méprisé. Les convois de ravitaillement n'arrivaient plus. Les chantiers navals manquaient de métal, les portes de carburant. La flotte impériale, privée de ressources, commença à s'effondrer. Le prix du silence, mais la victoire avait un prix. Place des 50 sous-marins américains ne reviendront jamais. Des milliers de marins disparuront, engloutis dans les abysses sans croix ni tombe. Leur seul monument fut la mer elle-même et le sillage des torpilles qu'ils avaient lancées. Pour chaque succès du Mark XIV, il y avait des visages oubliés, des familles sans nouvelles. Ces hommes n'étaient pas des héros de cinéma. Ils étaient fatigués, affamés, tremblants de peur, mais ils tenaient bon. Parce qu'ils savaient que derrière eux, il y avait un peuple qui comptait sur eux. Et parce qu'au fond, ils croyaient à cette idée simple, qu'une défaite n'est jamais définitive tant qu'on refuse d'y croire. L'héritage du Mark XIV après la guerre. Les ingénieurs étudièrent longuement les leçons tirées de l'affaire du Mark XIV. On découvrit que la majorité des problèmes venaient non du manque de technologie, mais d'un excès de certitude. Pendant des années, les supérieurs avaient refusé d'écouter les plantées des commandants, persuadés que l'armée était parfaite sur le papier. C'est cette arrogance qui avait coûté des vies. Mais c'est aussi ces refus d'abandonner, ces courages des ingénieurs de terrain et des marins, qui permettent de transformer un échec en triomphe. Le Mark XIV devint un symbole dans les écoles d'ingénierie militaire. La preuve qu'une idée ratée peut renaître, si on nous affronte la vérité. Les générations suivantes de torpilles, Mark XVIII, Mark XXVII, portient en elles le sang du Mark XIV, et la mémoire de ceux qui avaient corrigé ces erreurs au prix de leur vie. Une guerre de volonté, la victoire américaine dans le Pacifique ne s'est pas jouée sous les monts, dans les airs, sur les plages, mais aussi dans les profondeurs, là où personne ne voyait rien. Les sous-marins, équipés du Mark XIV corrigé, ont coupé les artères logistiques du Japon. Sans carburant, sans renforts, sans approvisionnement, l'Empire du Soleil levant s'est lentement éteint. C'est une leçon que l'histoire n'oubliera jamais.
le pouvoir d'une seule idée juste, quand elle est portée par la foi et la ténacité de ceux qui refusent de plier. Les héros invisibles des décennies plus tard. Quand on évoque les grandes armées de la Seconde Guerre mondiale, on parle souvent du Mustang P-51, du char Sherman ou du bombardier B-29. Mais rares sont ceux qui se souviennent du Mark 14. Et pourtant, c'est lui, silencieux et caché sous les vagues, qui a changé le cours de la guerre du Pacifique. Les survivants de la flotte sous-marine racontaient encore, la voix tremblante, le moment où ils entendirent la première explosion réussie après tant d'échecs. Certains pleurèrent, pas de joie, mais de soulagement, parce qu'ils savaient que, désormais, leurs amis ne mourraient plus pour rien. L'océan gardait le secret aujourd'hui encore, quelque part dans les profondeurs du Pacifique, reposant les carcasses rouillées de ces sous-marins et des navires qui l'ont coulé. Les poissons ont remplacé les équipagés, et les courants marins murmurant les histoires que l'histoire a presque oubliées. Mais si l'on tend l'oreille, on peut encore imaginer le son lointain d'une torpille filante à travers les ténèbres, portant avec elle le poids d'un siècle révolu. C'est le chant du Mark 14. Le chant d'une arme née de l'échec, nourrie par la douleur, est devenu la voix de la victoire. Épilogue, le triomphe du courage. L'histoire du Mark 14 n'est pas seulement celle d'une torpille. C'est l'histoire d'hommes et de femmes qui ont refusé l'impossible, d'ingénieurs qui ont douté, de commandants qui ont crié, de marines qui ont cru jusqu'au bout. C'est une leçon universelle, aucune invention, aucune idée, aucune nation ne devient grande sans passer par la tempête. Quand la guerre prit fin en 1945, le monde célébra la victoire. Mais au fond des océans, le silence des sous-marins disparut rappelait une vérité plus simple. La victoire n'est jamais gratuite. Elle n'a du courage, de la persévérance et du refus de tourner le dos à ses propres erreurs. Et ainsi, dans la mémoire du Pacifique, le nom du Mark 14 restait gravé, non comme celui d'une arme, mais comme celui d'une rédemption. Quand les canons s'étourent en 1945, le monde sortit lentement de l'ombre de la guerre. Les océans, témoins muets des combats, retrouvèrent leur calme. Mais sous la surface, dans le silence des profondeurs, le souvenir du Mark 14 demeurait. Ce n'était plus seulement une arme. C'était une leçon. Qu'elle est d'une génération qui avait appris que la technologie, sans humilité, n'est qu'une promesse vide. Les ingénieurs américains comprirent que la vraie puissance ne résidait pas dans la perfection, mais dans la capacité à reconnaître l'erreur et à la réparer. Des années plus tard, les laboratoires navals de la guerre froide héritèrent de cette sagesse. Les torpilles deviendront plus précises, plus intelligentes, guidées par le son, puis par les ordinateurs. Mais à chaque nouveau modèle, les techniciens se souvenaient du Mark 14, les projets qui avaient échoué, puis triomphé grâce à la persévérance humaine. Dans les écoles militaires, on enseigne son histoire non comme celle d'une machine, mais comme celle d'un combat intérieur, celui de l'homme contre son orgueil et de la raison contre la complaisance. Aujourd'hui encore, chaque sous-marin qui plonge sous les flottes porte un peu de cet héritage invisible. Chaque torpille moderne, silencieuse et guidée, est la descendante directe de cette armée née de la douleur et du courage. Et peut être qu'un jour, quand l'humanité regardera enfin la mer sans y voir la guerre, le souvenir du Mark 14 servira de rappel, quoiqu'un échec n'est définitif, quoiqu'une erreur n'est fatale, tant qu'il reste des hommes pour apprendre, corriger et persister. Le Mark 14 dort désormais dans les musées et les archives, mais son esprit, lui, vogue toujours dans les profondeurs. Car dans chaque innovation, dans chaque victoire silencieuse, résonne encore l'écho du courage de ceux qui ont refusé d'abandonner. À suivre, d'autres histoires exceptionnelles vous attendent juste à l'écran. Si celle-ci vous a plu, ne passez pas à côté des prochaines. Cliquez et allez les découvrir. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.